Le cours d'aujourd'hui est intitulé « La régulation du milieu intérieur ». Donc, avant de commencer ce cours, j'aimerais bien faire un petit rappel sur ce que c'est le milieu intérieur. Nous savons que chez les animaux métazoaires, toutes les cellules de l'organisme sont couvertes et sont comprises dans un milieu liquide. Donc, ils sont toujours entourés de liquide. Nous avons le liquide interstitiel qui entoure directement les cellules, et nous avons le liquide plasmatique que l'on trouve dans le sang. Donc voilà, les cellules de l'organisme, elles sont entourées par cet ensemble de liquides, par ce compartiment liquidien qui est formé par le plasma et le liquide interstitiel. Et ce compartiment liquidien, plasma plus liquide interstitiel, constitue ce qu'on appelle le milieu intérieur. Pourquoi il y a ce milieu intérieur? C'est tout simplement pour garder la stabilité de la cellule. Lorsqu'il y a un changement qui est brutal, brusque, que ce soit de température, de pression ou autre, le milieu intérieur, il temporise la situation de façon à protéger la cellule pour ces altérations brusques. Donc, nous avons ce plasma et ce liquide interstitiel, il y a des systèmes tampons qui permettent la régulation de certains paramètres tels que le pH qui normalement devrait rester à 7,3 à 7,4, la thermorégulation. La thermorégulation, c'est-à-dire que la température du corps, par exemple, chez l'homme, elle doit rester à 37 degrés, etc. La concentration du glucose qui doit rester à 1 gramme par litre, etc. Tout ça, toute cette régulation se fait à ce niveau. Mais l'organisme ou l'individu, il est en perpétuel échange avec son environnement. Il a besoin des nutriments, il a besoin de l'oxygène. Et ces nutriments lui parviennent de l'extérieur. Donc vous avez ces nutriments et ces gaz. Nutriments et ces gaz qui est l'oxygène, qui est nécessaire pour le développement de la cellule. Et ces nutriments et ces gaz vont passer au niveau des cellules. La cellule, elle va métaboliser ces éléments, elle va produire des déchets, c'est tout à fait normal. Nous avons les déchets azotés et le CO2 qui vont prendre le chemin inverse, ils vont quitter l'organisme. Regardez, ces composés-là, l'oxygène et les nutriments vont traverser tous ces compartiments. Ils vont traverser différentes barrières, comme ici, par exemple, au niveau des nutriments, ils traversent la paroi intestinale pour passer dans le sang. Ils traversent aussi le plasma, le liquide interstitiel ils traversent la membrane plasmique. Il y a différentes barrières. Il y a différentes phases. Il y a des phases liquides, la phase gazeuse, etc. Pour l'oxygène, par exemple, qui nous vient de l'air, qui était dans l'air, il va passer dans un liquide. Alors, ce que nous allons essayer de voir dans ce cours-là, c'est quelles sont les forces qui sont responsables du mouvement de ces éléments gazeux et des nutriments, y compris l'eau. Donc, quelles sont les forces ils ne vont pas se déplacer comme ça. Il y a des forces physiques qui permettent le déplacement de ces éléments et qui leur permettent de traverser ces différents obstacles tels que les parois cardiovasculaires, etc. Là, on va étudier tout d'abord tout ce qui est gazeux. Ensuite, on passera à tout ce qui est nutriments et l'eau. OK? Puisque les gaz, ils ont certaines caractéristiques. Et là, on va s'intéresser à ces deux gaz qui sont l'oxygène et le CO2. L'oxygène, donc ici, si nous prenons cette atmosphère, ici, dans cette salle, nous avons 3 gaz, mais à des proportions vraiment différentes. Nous avons l'azote, qui se trouve à une proportion très importante, qui représente 78% de cet espace. Nous avons l'oxygène qui représente 21%.
Et nous avons les autres éléments. Parmi les autres éléments, je prends le CO2 puisqu'il va nous intéresser. Le CO2, il représente une proportion infime vraiment qui est de l'ordre de 0,03%. Donc cette atmosphère ici, elle est formée de ces trois gaz. N2, O2 et CO2. Ces gaz, par exemple, le CO2 qui présente une certaine proportion, s'il est mis dans un volume, comme ça, il va exercer une pression sur la paroi de ce volume de l'enceinte dans lequel il se trouve. Et là, c'est ce qu'on appelle la pression partielle d'un gaz. Alors, l'azote présente une certaine pression partielle, la PN2, l'oxygène, une autre pression partielle, et le CO2, une pression partielle. Ces trois pressions, la somme de ces trois pressions nous donne ce qu'on appelle la pression barométrique. C'est la loi de Dalton. Donc ici, la pression que nous avons ici, supposons que cette pression elle est de 760 mm de mercure, donc la pression barométrique, selon Dalton, la pression barométrique est égale à la somme des pressions partielles des gaz qui composent cette atmosphère. Et là, à partir de cette équation, on peut déduire la pression partielle d'un gaz. Donc on peut transformer cette équation. Donc si on veut calculer la pression partielle d'un gaz, c'est tout simplement, c'est la pression barométrique multipliée par la fraction de ce gaz qui se trouve ici. Mais l'atmosphère dans laquelle nous sommes, par exemple, ici, elle peut être sèche comme elle peut être humide. Ici, cette équation, on peut l'appliquer que dans le cas où la pression, où l'atmosphère est sèche. Si l'atmosphère est humide, alors dans ce cas, on va modifier un tout petit peu cette équation. Elle va devenir Px, c'est-à-dire la pression partielle de ce gaz, est égale à la pression barométrique moins 47. Et ça, c'est la pression de vapeur d'eau multipliée par la fraction de ce gaz. Si nous prenons par exemple une atmosphère où la pression barométrique est égale à 760 mm de mercure, et si cette atmosphère ou ce milieu il est sec, alors on applique cette première équation, donc on va avoir la pression, par exemple, la pression partielle de l'oxygène est égale à la pression barométrique qui est égale à 760 multipliée par 0,21, la fraction de l'oxygène. Et là, on va avoir une pression partielle de l'oxygène de 160 mm de mercure. Si on est dans une atmosphère qui est humide, alors on doit retrancher de la pression barométrique et cette pression de vapeur d'eau. Pour ce qui est la diffusion de ces deux gaz, l'oxygène et le CO2, dans les liquides. Et là, il y a une équation qui permet de calculer la pression partielle d'un gaz dans un liquide. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'Henry. Cette loi d'Henry, qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire, si nous avons une quantité X d'un gaz dans un volume V du liquide, la quantité X dans un volume V d'un liquide, elle exerce une pression partielle dans ce liquide qui est égale à Px. Et cette pression dépend, ou cette concentration, cette quantité d'oxygène qui se trouve dans le volume liquidien, elle dépend d'un paramètre qu'on appelle alpha X, qui est le coefficient de solubilité de ce gaz dans un liquide déterminé. Et on divise tout ça par 760
qui correspond à la pression atmosphérique. Voilà, regardez, ici, nous avons la quantité de gaz qui est dissoute dans un liquide, exerce une pression partielle dans ce liquide qui est égale à Px. Si on transforme ça ici, c'est-à-dire si on ramène mx sur V, ça nous donne la concentration est égale à alpha x multiplié par Px sur 760. Donc nous avons ici la concentration de ce gaz est proportionnelle à la pression partielle de ce gaz multipliée par le coefficient de diffusion de ce gaz dans un liquide donné. Donc voilà, si nous avons une concentration d'un gaz très important dans un liquide, donc on va avoir une pression partielle qui est très importante. Donc voilà ce qu'il en est de la diffusion de ces gaz dans l'air et dans les liquides. Bon, maintenant, on va s'intéresser à ces échanges gazeux pour le CO2 et l'oxygène. Ces échanges se font principalement au niveau des poumons et plus exactement au niveau des alvéoles. Comme ce que nous avons ici, regardez, nous avons des poumons, donc nous avons des trachées par lesquelles va passer l'oxygène et le CO2. Donc, et ces trachées se prolongent par des trachéoles et qui se terminent par ce qu'on appelle une alvéole. Une alvéole, c'est une sacule qui se présente comme ça et qui est irriguée par un système capillaire. Et là, vous avez le sang qui arrive pour irriguer cette alvéole. Il y a le sang qui arrive ici et qui repart de ce côté. Alors, la nature de ce sang qui arrive au niveau des alvéoles est différente de celle qui va quitter les alvéoles. Le sang qui arrive au niveau capillaire, qui arrive au niveau des alvéoles, il est très riche en CO2. Donc la pression partielle de CO2 ici est très importante. Et si on commence par un début, c'est-à-dire quand je fais une inspiration comme ça, je ramène de l'oxygène, ce qui fait que la pression partielle de l'oxygène au niveau alvéolaire va être très importante. Par contre, la pression partielle du CO2, elle va être faible, parce que vous vous souvenez, j'ai dit que la fraction du CO2 dans l'air, elle est de 0,03%, c'est vraiment négligeable. Donc, elle est presque nulle. Alors, quand il y a une différence de pression partielle de part et d'autre d'une paroi quelconque, là, le gaz, il va se diffuser selon le gradient de pression partielle. Là où la pression partielle est importante, il va passer comme ça, dans ce sens, selon le gradient de pression partielle. Le gradient de pression partielle. Dans ce cas ici, c'est le CO2. Puisque le sang qui arrive ici, il est riche en CO2, la PCO2 est élevée. Au niveau alvéolaire, il n'y a pratiquement pas de CO2, alors ce qui fait le CO2, il va se déplacer dans ce sens vers les alvéoles. Ensuite, il va être expulsé vers l'extérieur. Pour ce qui est l'oxygène, c'est l'inverse. Nous avons, quand on fait une inspiration, il y a la quantité d'oxygène au niveau des alvéoles devient très importante. Et là, j'ai marqué cette pression partielle en grand. Ici, là où il y a la PCO2 est élevée, l'oxygène il est faible, la quantité d'oxygène elle est faible, donc la pression partielle en oxygène, ce qui fait on va avoir le déplacement de l'oxygène se fait selon le gradient de pression partielle, il va passer des alvéoles vers les capillaires. Et c'est comme ça que se fait le premier passage des gaz, depuis les alvéoles vers le sang. Ensuite, pour ce qui est leur passage du compartiment liquidien, c'est-à-dire le plasma liquide interstitiel, ensuite à l'intérieur des cellules, c'est tout simplement par ce phénomène de gradient de pression, que ce soit pour le gaz, l'oxygène, ou que ce soit pour
le CO2. Arrivé par exemple au niveau des cellules de l'organisme, la cellule, elle métabolise ses nutriments, elle produit beaucoup de CO2, elle est riche en CO2, donc la PCO2 est élevée, elle va quitter selon le gradient de pression partielle. Par contre, l'oxygène, quand il manque au niveau de la cellule, et il se trouve en quantité importante au niveau du plasma, au niveau du liquide interstitiel, il va passer tout simplement selon le gradient de pression partielle. Voilà les forces qui permettent le déplacement de l'oxygène et du CO2. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les nutriments? L'eau, des autres solutés tels que le sodium, le glucose, le potassium, etc., tous les autres éléments, qu'est-ce qu'il en est? Les acides aminés, les acides gras. Ces nutriments, ils vont aussi passer différents compartiments et différentes barrières au niveau du tube digestif. Ils vont passer dans le sang, ensuite ils vont passer au niveau de la cellule et ils vont prendre encore le chemin inverse pour qu'ils soient éliminés au niveau des reins et ailleurs. Voilà. Alors pour cela, on va essayer d'expliquer ce passage. Là aussi, il y a des forces qui sont responsables de ce transfert de ces éléments. Vous savez que toutes les cellules et tous les organes, toutes les cellules de l'organisme sont perfusées par du sang, et c'est le sang qui apporte ces nutriments. Et là, je vais faire un petit schéma de cette irrigation des cellules de l'organisme. Voilà, nous avons des cellules ici, voilà, hein, voilà. Alors, le sang arrive, hop, comme ça, et il va irriguer, il va donner à ces cellules tout ce qui est nutriments et tout ce qui est gaz aussi. Il peut donner aussi de l'oxygène, parce qu'ils ont besoin aussi de l'oxygène. Et les cellules, elles vont métaboliser ces nutriments et ces gaz, etc. Elles vont produire des déchets, et ces déchets, et ces gaz, ils vont être remis dans l'eau, puisque dans le sang, pardon, c'est pourquoi c'est la fonction du sang en quelque sorte. Ok? Donc nous avons le sang qui arrive et qui donne les nutriments et l'oxygène et qui reprend le CO2 et les déchets azotés. Je vais noter une chose, les caractéristiques de ce capillaire. Ce capillaire, il est fenestré, c'est-à-dire il a des petites ouvertures. Alors, ces petites ouvertures laissent passer les petites molécules telles que l'eau, le sodium, le glucose, les acides aminés, etc. Mais ils ne laissent pas passer des grosses molécules que je vais schématiser ici en noir, comme les grosses protéines, comme l'albumine. Donc voilà la caractéristique de cette paroi capillaire ici. Mais quelles sont les forces qui sont responsables de ce transfert, de ce mouvement de ces éléments? Vous savez, nous avons ici un capillaire, nous avons des vaisseaux, et ces vaisseaux contiennent du sang. Le sang, c'est un liquide. Il va exercer une pression qui va permettre de pousser l'eau et les solutés pour sortir, pour quitter ici ce compartiment, pour aller ici vers les cellules. Et là, il y a une force, comme ça, exercée par la présence du liquide. C'est une pression hydrostatique, capillaire. Donc le sang qui se trouve dans les capillaires exerce une pression hydrostatique et c'est elle qui va pousser le filtrat, c'est-à-dire l'eau et les solutés de faible poids moléculaire, de passer du capillaire vers les cellules. Et cette pression, on va la noter ici, la pression hydrostatique capillaire, elle est de l'ordre de 40, en moyenne, 40 mm de mercure. Dans l'autre sens, nous avons ici le liquide interstitiel. Là aussi, c'est un liquide.
il doit exercer une pression hydrostatique sur la paroi de ce vaisseau. Donc il va exercer une autre pression qui va dans le sens opposé, mais elle est très faible. Nous n'avons pas beaucoup. Donc voilà une autre pression. Et là, c'est la pression hydrostatique interstitielle. Elle est de l'ordre de 5 mm de mercure.